Rebonjour, donc je vais parler des défis techniques. Donc, comme vient de le dire Daniel, je suis responsable d'une équipe, l'équipe Privatix, qui est une équipe entre Grenoble et Lyon. Et donc on a des expertises, on est des informaticiens avec des expertises dans différents sujets comme les réseaux, la sécurité, les approches formelles, et on regarde aussi les aspects juridiques, même si on n'est pas juriste. Je voulais juste dire qu'on est des scientifiques, on n'est pas des activistes, et je pense que c'est important de le dire, chacun à sa place. Et donc nos objectifs, c'est de montrer qu'il existe des solutions techniques qui peuvent concilier sécurité et protection des droits fondamentaux, et notamment de promouvoir une approche rigoureuse sur ces sujets importants. Donc par exemple, on veut promouvoir le fait de faire des analyses de risque orientées protection de la vie privée, donc tout ce qui est PIA, Privacy Impact Assessment, et l'approche Privacy by Design, qui est d'ailleurs recommandée par le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles. Alors juste pour donner un exemple de nos travaux, on a fait par exemple il n'y a pas très longtemps une analyse avec Daniel d'ailleurs sur les fichiers TES, le titre électronique sécurisé. Et donc l'objectif, c'était de faire une analyse de risque et de montrer qu'il y avait probablement des solutions alternatives qui étaient un peu plus protectrices en termes de vie privée. Donc on a analysé, donc sur l'abscisse, on voit le score en termes de fonctionnalité, donc en termes de sécurité, et sur les axes des Y, on voit le score en termes de risque sur la vie privée. Donc on a montré par exemple que les systèmes TES CNI, qui est sur les cartes nationales d'identité et passeport, avaient des fonctionnalités qui étaient relativement fortes en termes de sécurité, mais aussi un score élevé en termes de risque. Et on a donc proposé d'autres solutions qui permettent en fait d'avoir des fonctionnalités équivalentes, tout en réduisant les risques en termes de vie privée. Donc c'est juste un exemple pour montrer que souvent, en réfléchissant un peu, on peut arriver à des solutions qui arrivent à concilier les deux. C'est pas facile, mais en réfléchissant, on y arrive. Je voulais aussi faire une autre remarque, c'est qu'il faut faire la distinction entre écoute et surveillance numérique. Donc les écoutes utilisent les données, on en a parlé ce matin, et la surveillance utilise les métadonnées, donc c'est les données sur les données. Donc c'est tout ce qui est les messages de signalisation, les données de mobilité, les adresses IP, la liste des correspondants, l'heure de vos communications, les sites, etc. Donc la différence est importante parce qu'on peut très facilement chiffrer des données et donc protéger ces communications. On peut difficilement, on peut même pas en fait, chiffrer des métadonnées parce que c'est des données qui sont utilisées pour le fonctionnement des systèmes de communication. On ne peut pas chiffrer les adresses IP, ça n'a aucun... J'en reparlerai tout à l'heure. Et leur protection est donc très difficile. On a parlé un peu de la sensibilité des métadonnées ce matin. Donc là, c'est un transparent que j'ai rajouté après les talks de ce matin. C'est un papier en fait, qui montre qu'à partir de quelques likes sur Facebook, on peut identifier les profils psychologiques des gens. Et les likes, c'est des métadonnées. Et on peut en fait spécifier ces profils de façon très précise. Donc ce papier montre qu'avec 70 likes, on peut obtenir un profil psychologique qui est proche de celui que vos parents auraient pu faire sur vous. Et c'est des messages, c'est vraiment des métadonnées. Donc voilà, à partir de ces messages-là, on peut avoir un profil psychologique des gens qui utilisent 5 paramètres. Pour revenir au système de surveillance numérique, on a en gros 3 types de systèmes. Les systèmes qui vont intercepter les communications, donc c'est les systèmes sur les black box, DPI, Deep Packet Inspection, ou les systèmes qui vont faire l'interception sur les réseaux sans fil. C'est IMSI Capture, mais aussi tout ce qui est Wi-Fi tracking, le tracking des communications Wi-Fi. On a les systèmes qui vont accéder aux données qui sont stockées, notamment les données qui sont chez les fournisseurs ou les services comme Google et Facebook. Et là, on voit très bien qu'il y a une convergence entre la surveillance commerciale et gouvernementale. La plupart les gouvernements n'ont même plus besoin de déployer leur propre système de surveillance. Ils ont juste à demander aux gros fournisseurs de services d'accéder aux données. Donc là, je pense aussi qu'il y a un changement. Et le troisième type de système, c'est des systèmes qui utilisent des intrusions. Donc c'est typiquement, on va s'introduire dans des services comme la surveillance des réseaux sociaux. On va s'introduire dans des infrastructures comme par exemple utiliser les systèmes de publicité pour surveiller les gens, donc je reparlerai tout à l'heure, ou on va s'introduire dans les terminaux en utilisant des exploits, des malwares ou des vulnérabilités.
Alors là, c'est un transparent que j'ai récupéré de Privacy International. Donc, on l'a déjà vu ce matin. Ce n'était pas du tout prévu. Donc en gros, ce transparent est très bien parce qu'il montre très bien l'exemple d'interception des métadonnées, où il y a une phase d'interception où on va écouter donc, sur le canal le signal, on va extraire l'information, donc on va reconstituer les paquets. Il y a un aspect filtrage, à partir de là, on va filtrer en fonction de certains paramètres, les adresses IP, la géolocalisation, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Il y a là, ensuite le stockage, l'analyse des données, et finalement la dissémination dans les différents services. Donc là, il y a une question peut-être intéressante pour les juristes. Est-ce que la surveillance de masse, c'est l'interception de masse ou le filtrage de masse? Est-ce que c'est le traitement de masse ou juste le fait d'intercepter en masse les données? Donc je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas répondre à cette question. Là aussi, c'est un transparent que j'ai rajouté suite à l'intervention de ce matin pour expliquer en fait que la surveillance anonyme, ça n'a aucun sens, c'est un oxymoron, parce qu'il y a énormément dans les métadonnées d'informations qui peuvent être réutilisées pour identifier une personne. Donc quelqu'un a parlé de ce matin de l'étude qui a montré que 4 géolocalisations, on a juste besoin de 4 géolocalisations pour réidentifier une personne dans une base de données de 10 millions d'utilisateurs. On a juste besoin de quelques adresses URL. Nous, on a montré qu'il fallait 10 adresses URL, en gros, pour réidentifier une personne de façon unique. Mais on peut utiliser d'autres informations, comme la liste des applications mobiles que vous avez sur votre téléphone. 4 applications mobiles suffisent à réidentifier une personne, ou le niveau de vos batteries, de votre pile sur votre ordinateur portable peut également être utilisé pour vous suivre. Donc il faut vraiment être clair sur les mots et faire la distinction entre pseudo-anonymisation et anonymisation, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Alors, si on revient au système de surveillance, et si on essaye d'évaluer un peu la performance des systèmes de filtrage, donc typiquement le scénario, c'est on a une population, et on a une partie, on a des criminels, des innocents, et on veut mettre en place un système de surveillance pour identifier que ces criminels. Donc la solution idéale, solution technique idéale, serait la solution qui attraperait que les criminels et aucun innocent, et tous les criminels. Donc à partir de là, donc ça c'est la solution parfaite. En pratique, on a plutôt quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas identifier de façon précise le comportement typique d'un terroriste ou d'un criminel. Et donc à partir de là, au milieu, là, donc on a la zone criminelle, ce qu'on appelle les vrais positifs, donc c'est les criminels qu'on a identifiés correctement, c'est très bien. On a les vrais négatifs, c'est les innocents non surveillés, ça aussi c'est très bien. Mais malheureusement, on a ces faux positifs qui sont les innocents qui sont surveillés. Et puis on a aussi ces faux négatifs qui sont les criminels non surveillés, donc ceux qu'on n'a pas pu détecter malgré la mise en place de ce système de surveillance. Donc c'est compliqué. À partir de là, il y a deux stratégies. Soit on dit, on va s'assurer d'être... Parce que là, un des problèmes, c'est qu'il y a un problème d'efficacité. Il y a un nombre important de criminels qu'on ne va pas attraper. Donc si on veut améliorer le système, on va agrandir, en gros, on va réduire les mailles du filet. Donc on va agrandir le cercle rouge. On va attraper tous les criminels, mais les effets collatéraux seront plus importants. Inversement, si on dit qu'on ne veut justement pas avoir d'effets collatéraux, donc on ne veut pas surveiller des innocents, on va devoir en fait agrandir la maille des filets, les mailles des filets, et avoir un système dans lequel on va attraper très peu de criminels. Dans les deux cas, en fait, on a des systèmes qui sont peu efficaces, et le défi est vraiment là. C'est comment définir une solution technique qui permet en fait de concilier les deux. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Alors, il y a un autre point important, c'est que je vous ai montré cet exemple en vous disant il y a les innocents et les cibles, mais en réalité, le scénario, c'est celui-là. C'est-à-dire les cibles, les gens qu'on essaye de trouver, le nombre de personnes qu'on essaie de trouver est très petit par rapport à la taille de la population qu'on surveille. Okay, et dans ce cas-là, on a quelque chose qui s'appelle le paradoxe des faux positifs, qui disent que même si on a un système qui est très efficace, c'est-à-dire qu'il va faire qui a un taux de faux positifs de 1 centième, okay, et si la population qu'on essaye de rechercher, c'est 10 000, c'est-à-dire il y a 10 000 criminels, et qu'on a une population totale de 10 millions de personnes, et ben dans ce cas-là, on va surveiller 100 000 innocents pour rien. Alors qu'on ne recherche que 10 000 personnes, on va surveiller 100 000 personnes. Donc ça montre bien que dans le cas où le nombre d'individus qu'on essaye d'identifier est petit, le problème est encore plus important.
Bon, après, il y a les autres problèmes qui est justement les gens qui essayent de passer outre les mailles du filet et qui utilisent des techniques comme Tor ou les proxys, et qui, eux, vont faire augmenter artificiellement le taux de faux positifs. Tout ça pour dire que c'est des systèmes qui sont relativement peu efficaces, coûteux, et finalement, on peut se poser des questions sur la viabilité de ces solutions. Donc ça veut dire aussi qu'on a besoin d'un contrôle, un contrôle sur le choix des paramètres sur lesquels on va filtrer les communications, et puis aussi un contrôle sur savoir qu'est-ce qu'on fait sur quel est l'impact en fait sur les innocents qui ont été surveillés à tort. Donc on a une publication sur ce sujet-là qui est mentionnée ici. Alors, le contrôle, comme je disais, il faut du contrôle. Le problème, c'est que le contrôle, c'est très compliqué pour différentes solutions, différentes raisons. La première raison, c'est que les systèmes de surveillance sont variés et de plus en plus complexes. Il y a de nombreux composants. On a vu précédemment les différentes entités au sein des services de renseignement, mais aussi, il y a de plus en plus, comme je disais, d'accès aux fournisseurs de services commerciaux. Et du coup, ça devient très compliqué de surveiller tous les composants de ces systèmes-là. Et donc, il y a clairement une convergence de la surveillance gouvernementale et commerciale. On l'a vu avec les révélations de Snowden sur le programme PRISM, par exemple. L'autre difficulté, c'est que la surveillance est omniprésente. C'est ce que David Lyons appelle la surveillance liquide, notamment avec le développement de tout ce qui est l'Internet des choses, les assistants personnels et les applications qui se développent et qui collectent des données. Donc, je ne sais pas, j'imagine que vous êtes tous au courant de l'histoire avec la start-up Temo, qui en gros géolocalisait 10 millions de Français toutes les 3 minutes. Okay, et l'idée, c'est qu'ils vendaient des SDK à des applications, souvent des applications de journaux, qui géolocalisaient, qui récupéraient cette information-là. Donc c'est juste un exemple qu'effectivement, la surveillance est partout et qu'elle n'est pas uniquement gouvernementale. Le troisième point, c'est que la surveillance devient une commodité. Il y a de nombreux services, gadgets qui permettent de surveiller vos amis ou vos conjoints à des prix qui deviennent de plus en plus raisonnables. Et il y a justement un papier qui est mentionné là qui montre qu'avec 1 000 $, n'importe qui peut surveiller n'importe quelle personne grâce aux publicités ciblées, parce que les publicités ciblées vous permettent justement de cibler en fonction de différents critères, comme la géolocalisation, les centres d'intérêt, etc. Donc en ciblant, en n'ayant aucune compétence informatique, juste avec un budget de 1 000 $, vous pouvez en fait utiliser ces systèmes qui sont disponibles pour tout le monde pour surveiller des personnes. Donc là encore, comment on contrôle ce type de système. En conclusion, la surveillance et le contrôle de la surveillance, c'est compliqué. La convergence, il y a une convergence encore, comme je disais, entre la surveillance commerciale et gouvernementale. Et honnêtement, je suis moi personnellement plus préoccupé par la surveillance commerciale que gouvernementale. C'est vrai que le code is law, comme dit les CIF, c'est-à-dire les informaticiens ont beaucoup de pouvoir parce que c'est eux qui développent les systèmes. Mais je suis aussi persuadé qu'il y a la nécessité de développer une approche pluridisciplinaire, d'où le développement, d'où nos travaux au sein du groupe Amnesis, qui est, comme je disais tout à l'heure, multidisciplinaire dans le domaine de la cybersécurité.